Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour, bonsoir. Bienvenue pour ce 7e épisode de notre podcast Tranche de couple. Le podcast que vous pouvez retrouver le lundi tous les 15 jours sur Spotify, Podbean. iTunes et depuis la semaine dernière, Bienvenue sur YouTube. merci d'être de plus en plus nombreux à écouter notre podcast. Et nombreuses. Et nombreuses, bien entendu. L'épisode du jour s'intitule « Déboussolé ». Alors on est déboussolé pour plein de raisons, mais la première, je m'excuse par avance, c'est une petite crève passagère hivernale, pas bien grave, mais un peu pénible parce qu'il faut attendre que ça passe. Donc si je tousse ou que j'ai une voix un peu bizarre, je compte sur votre mansuétude pour ce soir. Et on en reparlera tout à l'heure, mais j'excuse également Max par avance si jamais sa voix est un peu bizarre aussi, puisqu'il est possible qu'il ait récupéré la même. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume ? Alors cette semaine, je voudrais déjà revenir sur un sujet dont on a parlé il y a le podcast précédent ou celui d'avant, sur les manifestations à Hong Kong et au Chili, où on parlait un peu de ces manifestations et revenir sur les violences qui ont eu lieu, notamment violences des forces de l'ordre, qui ont fait pas mal de dégâts et de blessés sur place. On a vu passer sur les réseaux sociaux un certain nombre de vidéos, un certain nombre d'informations qui laissent quand même entendre que malheureusement ces manifestations se sont tendues et qu'aujourd'hui les dégâts humains sont aussi considérables. Voilà, on aimerait rappeler aussi que manifester est un droit et devrait être un droit fondamental dans tous les pays, que ce soit en France ou ailleurs. Ça ne devrait pas mener dans la mesure où il n'y a pas de débordement évidemment du côté des manifestants, ça ne devrait pas mener à des violences policières ou en tout cas de la part des forces de l'ordre injustifiées. Pour revenir à l'actualité de la semaine, en parlant de manifestations, il y a, nous on n'est pas à côté de tout ça, mais on entend quand même parler et même si on n'est pas impacté directement, on voit, on entend et on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui. Manifestations contre la réforme par le gouvernement des régimes spéciaux de retraite en France, qui ont donné lieu le 5 décembre à entre 800 000 et 1,5 million de manifestants en France, selon la police ou selon les manifestants. C'est en tout cas un sujet qui manifestement divise la société. Après, c'est un sujet pour lequel on est tous concernés un jour ou l'autre, y compris nous qui sommes en Belgique, parce que d'une part, un jour ou l'autre, on retournera probablement en France et on recommencera à cotiser en France. Mais on a déjà commencé à cotiser en France au début de notre vie professionnelle. Et il faut remettre aussi le sujet dans le contexte, qui est que les retraites, ça nous concerne tous, et que si maintenant on paye les retraites de ceux qui sont maintenant à la retraite, nous on aura besoin aussi d'un régime qui soit équilibré pour que, quand nous on y arrive, on puisse compter sur un régime de retraite à un niveau acceptable, et pas uniquement sur des complémentaires que tout le monde ne peut pas se payer. Qu'on n'ait pas non plus cotisé pour rien, parce que sinon, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, voilà, réfléchissez-y, pensez-y. Si vous avez la chance de pouvoir avoir un complément à la retraite de base, que ce soit via votre entreprise ou via un autre système, couvrez-vous. C'est pas mal d'y réfléchir et d'y penser, même quand vous êtes jeune, surtout quand vous êtes jeune. Voilà, commencez à réfléchir à ça, même si c'est dans longtemps. Le deuxième sujet de la semaine, c'était le sommet de l'OTAN à Londres. Alors, c'était un sommet un peu particulier, parce que, vu les déclarations d'Emmanuel Macron suite à son interview dans The Economist il y a quelques semaines, le monde de l'OTAN avait été un peu chamboulé. On rappelle qu'il avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Voilà. Alors, pour le contexte, il faut quand même rappeler que depuis l'élection de Donald Trump,
celui-ci n'arrête pas de dire que l'OTAN est obsolète. Donc l'OTAN était déjà un peu chavirée depuis déjà quelques années. Naturellement, quand c'est le président français, on va dire que les gens seront prompts aussi à pointer voilà, le fait que la France met à mal l'OTAN et ses fondamentaux. On va dire que ce sommet s'est relativement bien passé, malgré tout. Sur le fond, on pourra en discuter pendant des heures. Moi, je suis assez convaincu que le coup de gueule d'Emmanuel Macron, sur le fond, était justifié, qu'il n'est pas normal que des pays qui sont alliés mettent en danger les intérêts de sécurité d'autres alliés. J'ai bien aimé à cet égard la conférence de presse de Macron à l'issue du sommet, qui faisait un bon récap de ce qu'il avait voulu dire, des chantiers qui étaient ouverts, et la réaffirmation du soutien de la solidarité française en cas d'attaque armée, qui n'est nullement remis en question. Et quand on voit les déclarations de notre ami le président américain, voilà, on peut se poser quand même des questions sur sa conception de l'alliance. Dernier sujet dans l'actualité, la COP25 qui s'est ouverte à Madrid. Donc, pour rappel, la COP25 devait se tenir à Santiago au Chili, mais suite aux manifestations qu'il y a eu là-bas, elle a été donc décalée à Madrid. Donc, les négociations sont en cours, l'objectif étant de renforcer encore les engagements pris par les pays membres de l'ONU et ayant ratifié les accords de Paris pour réduire les émissions de CO2. On sait que pas mal de pays ont déjà pris des engagements. La majorité sont toujours en retard. Ça vaut pour la France, ça vaut pour la Belgique sur les engagements qu'ils ont pris lors de la COP 21 à Paris. Voilà, on ne rappellera jamais assez combien ce sujet est trop important pour n'être laissé que dans les mains des politiques. On peut trouver chacun à sa façon une façon aussi de faire peser notre voix dans le débat, d'agir à son niveau. On saluera la performance de Greta Thunberg qui aura quand même réussi en bateau à arriver à l'heure via Lisbonne et je ne sais plus, le Brésil ou quelque chose comme ça, de l'Amérique du Sud jusqu'à Madrid. En tout cas, elle démontre que c'est possible et c'est un beau signal envoyé à travers cette performance. Voilà, on s'arrête là. On peut dire plein de choses dessus, mais reconnaissons qu'elle a du caractère et elle sait où elle veut aller et que je ne pense pas qu'elle soit manipulée non plus et qu'elle prend probablement ses décisions comme une grande. Et on passe maintenant à la rubrique Vie de couple. C'est drôle. Alors on va parler des cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël, c'est drôle les cadeaux de Noël. C'est toujours, on est ce soir le 8 décembre, dans 15 jours c'est Noël. Et on n'a pas encore les cadeaux de Noël. Et en même temps, nous, ce Noël, on vous a parlé il y a 2 semaines de la résolution du sapin, qui tient pour cette année. Moi, j'avoue que pour l'instant, on en reparlera l'année prochaine, mais qui tient au moins pour cette année. Nous n'aurons pas donc de sapin ici. Peut-être que l'année prochaine, on aura trouvé une plante d'intérieur suffisamment belle et suffisamment grande pour porter quelques décorations et donner quand même un sentiment un peu festif. Donc, on parle pas mal au moment de Noël des cadeaux, de qu'est-ce qu'on s'offre, tout ça. On a, nous, pris une petite résolution. Ça fait partie des petites choses qu'on prend au quotidien, qui est de ne plus utiliser de papier cadeau, mais de fabriquer nous-mêmes des emballages cadeaux à la japonaise. Donc Max va nous retrouver comment ça s'appelle, parce que j'ai oublié le nom. Mais en gros, on utilise un carré ou un rectangle de tissu, et avec ce rectangle de tissu, on le replie de façon en faisant un joli nœud. C'est le furoshiki. À tes souhaits. Voilà, et donc on le replie en faisant un joli nœud, et ça marche aussi bien pour un livre, pour une bouteille, pour un DVD. Non, pas DVD sans plastique, c'est pas bien. L'idée, c'est que du coup, t'offres ton cadeau et ensuite tu récupères ton furoshiki.
Ouais. Voilà. Et en tout cas, on s'est dit que voilà, on va essayer les furoshiki cette année. Mais aussi, vous pouvez faire des papiers cadeaux avec du papier journal que vous avez à la maison, voilà. Ou en tout cas, ou peut-être prendre un sac en tissu et utiliser ça pour faire votre papier cadeau. Mais ça fait partie de ces petites choses où finalement on crée du déchet pour des choses qui vont servir 5 minutes. C'est l'idée de tendre vers du zéro déchet. Ça prend du temps, c'est long, on a encore des poubelles monstrueuses, mais petit à petit, on va y arriver. Voilà, donc ça c'était la petite idée. Alors, côté cadeau de Noël, on voulait aussi partager avec vous un petit peu la manière dont on procède, parce que en fait, ça va assez vite, les cadeaux de Noël, si on commence à faire des cadeaux à tout le monde. Et donc, dans ma famille, comme on est assez nombreux, on a décidé, déjà il y a plusieurs années, de faire un tirage au sort. Donc en fait, chaque année, on fait un tirage au sort entre les frères et sœurs et les valeurs ajoutées, puisque chez moi, on parle de valeurs ajoutées, pour parler des conjoints. Et puis cette année aussi, les enfants ont droit à leur tirage au sort. Il y a 7 petits-enfants de notre côté, enfin du côté de ma famille, et donc ils font aussi un tirage au sort, ce qui fait qu'en fait, on fait un plus gros cadeau à une personne. Et voilà, ça permet aussi de limiter la frénésie des cadeaux, notamment vis-à-vis des enfants qui se retrouvent avec énormément de cadeaux. Et d'essayer de se concentrer vers des cadeaux plus durables, plus utiles, et pas seulement sur des petites choses qu'on va utiliser pendant 6 mois et qui après vont disparaître au fin fond d'une pile. Et Dieu sait si on en a. Voilà. Voilà, pour les cadeaux de Noël, je crois que on va essayer de ne pas commander de cadeaux sur Amazon cette année. Ça fait aussi partie des petites choses du quotidien. Et d'ailleurs, je voudrais souligner l'initiative des librairies indépendantes françaises qui ont mis en place un site internet pour commander des livres via internet, mais non pas en passant par Amazon et donc en donnant des sous à Amazon, mais en donnant des sous à des librairies indépendantes. C'est un site qui s'appelle lalibrairie.com, sur lequel vous trouvez exactement le même type de configuration que sur n'importe quel site d'achat en livre. Vous tapez un titre, un auteur, une référence, un éditeur, vous trouvez le livre, vous le commandez, vous le retirez en librairie ou vous le faites livrer. La seule différence, c'est que c'est la librairie la plus proche de votre lieu d'habitation qui vous livrera, qui commandera et qui vous livrera le livre ou chez qui vous pourrez le récupérer. Voilà, c'est une initiative parmi tant d'autres, mais je voulais la saluer. Bonne initiative, merci de faire partager. Et on pourra peut-être publier sur le Twitter le site des librairies indépendantes. Le site des librairies indépendantes. Voilà pour notre rubrique cadeau de Noël. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Maintenant, on peut parler d'un autre type de cadeau. On peut parler des cadeaux quand on est en couple. On se marie ou on se paxe pour le meilleur et pour le pire. Non, Max. Et pour le Shakespeare. On savait que ça allait arriver. Donc, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Et voilà, on partage tout. Et l'hiver, on partage beaucoup. On partage aussi les miasmes. On partage aussi les miasmes qui se baladent. Et donc, voilà, la petite crève passagère est passée rapidement aussi chez Max. Et ce matin, là, ça ne va pas être très agréable pour lui non plus. Je suis vraiment désolé. Mais c'est ça aussi de vivre en couple. On doit se soutenir. On doit aussi se soutenir dans des moments où c'est un peu moins drôle. Et puis, vous savez, ce qu'on dit sur les mecs. Les mecs, de toute façon, à la moindre petite douleur, c'est limite une douleur d'accouchement. Bref, on est un peu chochotte sur les bords, paraît-il. Mais l'important, c'est quand même de prendre soin les uns des autres, de prendre soin de soi aussi. Et puis de se mettre, de ne pas hésiter à faire une session au chaud sous la couette avec un grog ou une tisane quelconque. Je ne ferai pas de pub, mais il y a plein de tisanes contre le froid. Faites de la pub. Allez, la petite pub. Nous, on utilise une tisane qui vient de la Migros en Suisse, qui s'appelle tisane refroidissement ou quelque chose comme ça. On en a deux, en fait. On a une tisane... Non, ça, c'est la deuxième. On a la tisane refroidissement et on a la pettorale, tisane pectorale pour quand il y a plus une toux ou des choses comme ça. Je sais pas très bien quelle est l'efficacité. En tout cas, niveau placebo, ça marche plutôt pas mal.
Rubrique suivante. La vie en Belgique. Alors cette fois-ci, on parle de podcast déboussolé. Et ben, on va parler de se perdre sur les routes de Belgique, ou plutôt de Belgique avec un S, puisque d'une région à l'autre, d'une communauté linguistique à l'autre, la gestion des routes est tout à fait différente. Les panneaux sont tout à fait différents. Il faut savoir que quand vous arrivez sur l'autoroute qui vient de Paris, par exemple, de Valenciennes, via Valenciennes, vous passez d'abord en partie wallonne, où donc vous allez avoir tous les noms de villes affichés en français sur les panneaux. Et puis, j'ai envie de dire une quarantaine de kilomètres de Bruxelles, paf, vous passez en région flamande, et là, vous vous retrouvez avec tous les panneaux qui vont être affichés en néerlandais. Donc, au lieu d'aller à Lille, vous irez à Riziel. Au lieu d'aller à Courtrai, vous irez à Kortrijk. Au lieu d'aller à Anvers, vous irez à Antwerp. Et au lieu d'aller à Bruxelles, vous irez à Brussels. Dans le sens inverse, si vous allez en direction de Mons, vous n'irez pas à Mons, mais à Bergen pendant 40 km. Voilà, il faut le savoir. Ça peut être un peu déstabilisant quand on se retrouve à ne plus vous trouver le nom de la ville qu'on cherche, notamment pour des villes qui n'ont pas grand-chose à voir, genre Lille et Riezel ou Mons et Bergen. Mais voilà, quand on le sait, on s'en amuse. Et puis, il y a des réglementations qui sont différentes. En même temps, on a tous des applis Waze ou même autres temps, qui on nous suit permettent tous Waze. de suivre notre Ouais. truc, quoi. Absolument. Mais c'est sympa de voir que... Enfin, c'est sympa. C'est un petit clin d'œil que de regarder le changement de linguistique des panneaux. C'est un peu comme, en fait, quand on prend le train. Je me souviens qu'une des premières fois qu'on est venu en Belgique, on a pris un train avec toujours cette séparation linguistique. Quand vous êtes à Bruxelles, les annonces sont faites en bilingue, en français et en néerlandais. Quand vous passez une frontière régionale, les informations, par exemple, quand vous allez de Bruxelles en Flandre, pour aller à la côte ou pour aller à Anvers, par exemple, les informations ne seront plus données qu'en flamand. Et sur les écrans des trains, vous n'aurez aussi plus que les informations en flamand. Ça marche aussi pour la partie francophone. Une fois que vous passez en Wallonie, vous n'aurez plus que les informations en français. Voilà, quelques petites choses. Pour revenir sur les routes, il faut savoir aussi que les réglementations ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, puisque la sécurité routière, c'est une compétence... Alors, il y a une organisation fédérale qui gère tout ce qui est des problèmes de sécurité routière, mais tout ce qui est des décisions, c'est pris au niveau régional. Et par exemple, en Flandre, toutes les routes secondaires sont limitées à 70 km/h, à 70 km/h, alors qu'en Wallonie, il y a encore un certain nombre de routes qui sont limitées à 90 km/h, à 90 km/h. Voilà. Et chaque région a ses propres réglementations. Ça participe à la diversité de la Belgique, on va dire ça comme ça. Et oui, comme quoi, ça vous rappelle que la Belgique, ça a beau être très proche de la France, ben voilà, il y a quand même une certaine diversité qui se ressent dans des petites choses du quotidien. Mais bon, c'est aussi ça qui est intéressant. Et Guillaume, qui a appris le flamand, peut servir de boussole au sein du couple. Bon. Rubrique suivante. Donc c'est la rubrique immobilier. Donc comme vous le savez, on a trouvé notre maison. appartement, notre maison. Ha. On a signé le compromis. Et maintenant, on attend que les semaines passent jusqu'à avoir les clés de cette foutue maison. Et puis en fait, en attendant, il y a plein de choses, on se rend compte qu'ils prennent un temps fou. On est un peu impatients de nature, faut dire aussi tous les deux. Et puis on a un peu tendance à s'inter-émuler en faisant monter nos impatiences, mais on apprend aussi à maîtriser ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on est un peu perdu parce qu'il y a plein de démarches qu'on imaginerait aller très vite, du genre les histoires de prêts. Donc la banque on a eu la chance d'avoir notre prêt assez facilement. Pour autant, on a posé 3 questions, mais bêtes comme chou au banquier pour être sûr avant de signer. Le banquier, ça fait 3 semaines qu'on lui a posé des questions. Tu comprends, il était en formation la semaine dernière. On a mis, voilà, il a mis un temps monstrueux à répondre. Et on lui aurait dit plusieurs fois, mais on pourrait se voir, c'est plus simple. Et puis là, on a finalement quand même un rendez-vous demain lundi. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu longues. Ou faire des demandes, chercher un entrepreneur. Alors les entrepreneurs répondent pas. Ils viennent, ils se déplacent, ils font la visite, puis après ils répondent plus. Puis après ils disent finalement ils ont trouvé un autre chantier. Voilà, ça met un peu notre impatience à l'épreuve et notre patience à l'épreuve. Et on apprend beaucoup de choses en ce moment, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Mais c'est aussi essayer de se projeter dans cette future maison, regarder quelle couleur des murs on va peindre. Voilà. Et on est assez content parce qu'au fur et à mesure
qu'on partage ces réflexions avec nos amis, on se rend compte qu'ils ont tel ou tel conseil, tel ou tel artisan, telle ou telle chose qu'ils ont fait qui était sympa, tel ou tel meuble ou tel magasin qui peut être une bonne adresse pour aller voir. Rubrique suivante, rubrique God Save the Queen, rubrique Brexit. On est à 4 jours des élections législatives au Royaume-Uni. My Et God, aux dernières nouvelles, Boris Johnson menait avec 10 points d'avance. Malgré tout, ça a l'air d'être quand même pas mal de bazar. Il est un peu à l'ouest, faut dire, tandis que son adversaire principal, Jeremy Corbyn, est aux fraises, n'hésitons pas. C'est un peu compliqué, en fait, puisque il y a de grosses divisions dans les partis, au sein des deux grands partis, et au sein des partis en général en Angleterre. Plus personne s'entend avec personne. Et quand il s'agit de prendre une décision qui engage l'avenir du pays, c'est pas simple. Alors ça rappelle d'autres situations en France ou ailleurs, ou en Belgique, hein, mais dans un sens, c'est aussi un peu inquiétant de savoir que dans un système démocratique essentiellement basé sur les partis, finalement on atteint maintenant, aujourd'hui, et pas qu'au Royaume-Uni, encore une fois, dans pas mal de pays, à un moment où on se rend compte qu'il faut peut-être essayer de trouver une solution, une idée nouvelle d'application de la démocratie qui aille au-delà des partis politiques, puisque ça ne suffit plus à dégager une majorité nécessaire pour pouvoir gouverner et pour pouvoir gérer un pays correctement. Voilà. Et concrètement, même le Brexit Party est un peu en train d'imploser, puisque 4 députés européens qui avaient été élus sur les listes du Brexit Party ont annoncé jeudi dernier qu'ils quitteraient le Brexit Party. Donc on voit bien que même ce parti-là ne fait plus recette. Ce qui est sûr, c'est que on espère pour le Royaume-Uni qu'il y aura une majorité claire qui se dégagera des élections, mais que reconstruire cette vie politique au Royaume-Uni, ça va quand même être un travail de longue haleine. Et je voudrais faire un aparté sur le Brexit, mais puisqu'on parle de démocratie, pour signaler l'élection en Finlande d'une première ministre, Sanna Marin, 34 ans, qui est membre du Parti social-démocrate. Mais en fait, plus largement, dans le gouvernement, 5 partis seront représentés, et ces 5 partis ont envoyé comme ministrables 5 femmes qui ont respectivement 32, 34, 32, 34 et une un peu plus âgée, 55 ans. Mais qui montrent que la représentation des femmes augmente aussi en politique. La diversité, on est toujours dans un objectif de tendre à représenter de mieux la société telle qu'elle existe, et je trouve que c'est une bonne nouvelle dans ce sens-là. On passe à la rubrique sortie, et on commence par une petite bande-son. Alors la rubrique sortie cette semaine, c'est d'abord un coup de cœur culturel. Ouais, vous en doutez avec moi, c'est souvent, ça tourne souvent autour de la culture. C'est un peu par hasard que je suis tombé hier matin sur un article de la RTBF quand j'étais au travail. Bah oui, je fais aussi de la veille documentaire au travail, et qui parlait d'une initiative des ateliers Indigo, qui ont monté une Carmen pour jeune public autour de l'opéra Carmen de Bizet. Alors, qu'est-ce que sont les ateliers Indigo ? Les ateliers Indigo, ce sont une ASBL, une association, qui part du constat qu'une bonne partie de la population en situation de handicap vit depuis trop longtemps en marge de la société, et ceci particulièrement dès 21 ans, puisque c'est en Belgique l'âge auquel l'enseignement officiel prend fin. En France, ça vaut aussi à partir de 18 ans, et je pense que le constat est le même.
Les ateliers donc, écrivent que convaincus que ces personnes ont un potentiel magnifique à nous faire partager et le droit de jouir d'un ancrage dans la société, Indigo a fait le pari, aujourd'hui gagné, de proposer une alternative à cette situation en créant une formation artistique spécialisée pour les jeunes handicapés à partir de 18 ans. Et donc, cette initiative qu'ils ont créée hier, c'est recréer l'opéra de Carmen, donc en version un peu raccourcie, sur une idée originale de la jeune chanteuse Laura Teddy-Cambier, qui interprète d'ailleurs Carmen dans l'opéra, où ils ont, pour cet opéra, ce sont donc des jeunes accueillis par les ateliers Indigo, donc on a des jeunes autistes et des jeunes trisomiques notamment. Ils ont créé les costumes, ils assurent aussi un certain nombre de figurations ou comme acteurs sur scène. Et en tout cas, c'est vraiment un projet qui leur appartient. C'est un projet qui était donné dans une tente ronde, donc avec tout se passait un peu au centre et puis sur le rond autour des sièges. Et c'était vraiment émouvant de voir ces jeunes adultes qui étaient impliqués dans un projet culturel aussi, parce que voilà, on travaille beaucoup, je sais que dans les grandes institutions, sur comment faire venir les publics empêchés, comment faire venir des publics éloignés, des publics qui viennent peut-être notamment de zones urbaines ou périurbaines dans lesquelles la culture ne vient pas forcément. Je pense que le handicap est encore une zone d'ombre dans l'accessibilité des publics, et je trouve ça très bien qu'il y ait des initiatives comme ça qui partagent. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. Malheureusement, c'est pour ça que je me suis précipité hier pour aller le voir, parce que c'était les 2 dernières représentations. Il y en a eu 4, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Mais j'ai bon espoir que, parce qu'ils ont l'air d'être super dynamiques, il y a une super équipe derrière qui relance un autre projet ou ce projet ailleurs. Peut-être qu'un jour on le verra aussi à la Monnaie, on ne sait jamais. Très belle initiative en tout cas, et merci de nous l'avoir fait partager. Et je voudrais, puisqu'on est dans la rubrique sortie, juste saluer le quadruplé au championnat du monde de biathlon. Ça n'a plus rien à voir avec la culture, mais je trouvais ça assez chouette. Il y a eu des belles performances de l'équipe de France au championnat du monde de natation, mais il y a aussi un quadruplé sur le 20 km individuel en biathlon avec 4 Français dans les 4 premières places. Ça n'arrive pas souvent. Un petit cocorico de temps en temps, ça fait du bien. Le biathlon, bravo. Allez Martin. Et t'avais pas un petit coup de gueule aussi cette semaine ? Ben non, je crois que je vais le garder pour plus tard, parce que j'aimerais bien qu'on reste sur du positif cette semaine. D'accord. Alors peut-être on peut quand même... Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on en reparlera parce que c'est pas fini. Côté positif, on peut quand même aussi faire référence à une pièce de théâtre super qu'on a été voir cette semaine. Au théâtre, le public. Au théâtre Le Public. Une pièce qui fait salle comble depuis déjà plusieurs mois, qui s'appelle Edmond, et qui raconte en fait le montage de la pièce de Cyrano de Bergerac. Pareil, c'est un peu la vie d'Edmond Rostand. Voilà. Et névrosé, anxieux. Franchement, on a passé un moment super. La troupe est excellente. Voilà, on a beaucoup ri. Et on vous encourage à regarder si vous pouvez si vous pouvez acheter des places, parce que c'était un très chouette moment. Absolument. Rubrique suivante, c'est la rubrique geek. Max, de quoi tu vas nous parler ? Alors, dans la rubrique tech, cette semaine, je voulais vous parler de plusieurs choses. Le premier sujet, c'est de vous parler du Cybertruck de Tesla. Donc, c'est le pick-up de Tesla qui a été dévoilé il y a une dizaine de jours. Vous en avez sans doute entendu parler si, comme moi, vous êtes un peu intéressé par les sujets tech et que vous êtes un peu un geek. Ce pick-up avait fait déjà parler de lui depuis assez longtemps, parce que Elon Musk, le PDG de Tesla, nous avait déjà dit on va sortir un pick-up, ce sera quelque chose que vous n'avez jamais vu, et voilà, ça va vraiment être quelque chose de très particulier. Donc il y a énormément de designers qui avaient sorti des dessins pour essayer de voir à quoi ça pouvait ressembler. Et effectivement, on n'a pas été déçus par la présentation, parce que si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à aller voir sur Internet. Vous tapez juste Cybertruck. Ça fait un peu back to Renault Mégane quand même, hein. Pardon. Mais c'est un pick-up qui a énormément d'arêtes. C'est quelque chose de très... un design très tranché.
pas du tout rond. Et donc un design qui tranche avec les pick-up traditionnels tels qu'on peut les voir. Il faut savoir que le marché du pick-up, c'est un truc énorme aux États-Unis, hein, parce que je pense que c'est la voiture la plus vendue, et Ford notamment. Donc effectivement, le best-seller de Ford, c'est le Ford F-150. Et donc c'est à cela que Elon Musk a voulu se mesurer avec son Cybertruck. Et c'est marrant parce que immédiatement les gens ont un peu une image de répulsion, et puis finalement on voit que les gens ils sont revenus, et quand on regarde les commentaires, on a quand même déjà 250 000 commandes, hein, de ce pick-up qui sera lancé pourtant que dans 2 ou 3 ans. Mais il a des performances qui sont quand même assez impressionnantes, puisque, bon, d'une part, en termes de puissance, et vous savez que les gens qui ont un pick-up côté américain, c'est ces performances-là qui cherchent, hein, puisque c'est des V6 ou des V8, Tesla a réussi à faire mieux en termes de puissance, avec 3 motorisations. Il a un prix qui est vraiment qui est un tout petit peu plus cher que la Model 3, mais on est à peu près dans l'équivalence. Donc c'est vraiment pas très cher pour un pick-up. Voilà. Donc en tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Je ne sais pas si ça a piqué votre curiosité, mais il m'a semblé que c'était quand même assez intéressant d'en parler aujourd'hui. Le deuxième sujet que je voulais mentionner, c'est plutôt lié à la finance, mais toujours dans le domaine tech. C'est l'initiative de la Banque de France qui veut lancer une crypto-monnaie. Vous vous souvenez que Facebook avait lancé cette initiative de sa crypto-monnaie, le Libra, qui finalement avait fait un flop parce qu'un certain nombre de gouvernements européens avaient dit pas de ça, pas de crypto-monnaie privée en Europe. Et ensuite, des grands soutiens financiers, Visa, Mastercard, s'étaient désolidarisés de ça. Et donc, voilà, la Banque de France veut être la première banque à lancer une monnaie digitale de banque centrale, donc quelque chose de solide. Enfin, digital, solide. Et donc, en gros, c'est un euro sous forme numérique. L'objectif à ce stade, c'est d'assurer les transactions au montant très élevé entre les institutions et les grands groupes. Ça participera d'une étude à l'échelle européenne sur un éventuel e-euro. Et donc cette monnaie digitale dont on voit qu'elle peut apporter un certain nombre de bénéfices, notamment pour limiter les coûts et les process liés à l'échange de monnaie. Voilà, donc c'est intéressant de voir que voilà, l'État français sait aussi être innovant et regarder qu'est-ce que ça peut apporter de faire une crypto-monnaie avec toutes quand même les défis liés à la sécurité que ça représente. Puisque l'idée bien est qu'elle ait une équivalence avec l'euro physique. Et donc, voilà, il y a des défis en termes de cybersécurité qui, je pense, seront assez intéressants. Merci Max, c'était une chouette rubrique tech/geek. Voilà, écoutez, on va doucement sur la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous suivre régulièrement, de plus en plus nombreuses selon la formule consacrée. Comme on vous l'a rappelé au début du podcast, vous pouvez nous retrouver sur différentes plateformes. Donc Max, tu veux refaire le tour ? Donc sur Podbean, vous pouvez nous retrouver, Tranche de couple, sur Spotify ou iTunes, également Tranche de couple avec tranche 2 avec le chiffre et couple. Et depuis 15 jours sur YouTube, où là on a mis tranche, espace 2DE, espace couple. Et donc pour ceux qui préfèrent la plateforme YouTube pour nous écouter, vous pouvez aussi le faire à cet endroit-là. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous envoyer des messages, des commentaires et même des questions. On sera ravis de répondre à certaines questions. Donc en nous envoyant un mail sur notre adresse tranche de couple avec un 2
le chiffre @gmail.com ou via Twitter, qui est notre réseau social privilégié, Favori. @tranche de couple. Grosse réactivité, genre dans les 5 minutes. Voilà. Bon, après, on essaie d'être réactif, mais en tout cas, on sera ravis d'entendre vos commentaires sur ce podcast, savoir si ça vous plaît, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé encore. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Bonne continuation à toutes et à tous, et à très vite pour De nouvelles tranches vitaminées.